Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Ça tombe bien parce qu'on va parler de revitalisation de centre-bourg et puis nous nous trouvons au cœur d'un projet que nous allons détailler tous ensemble. Pourquoi parler de l'architecture? Donc c'est un débat qui est organisé par la Maison de l'Architecture. Le sujet de la revitalisation des bourgs a été beaucoup abordé. On s'est dit on va peut-être focaliser sur le rôle de l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture peut apporter à cette thématique de la revitalisation des bourgs? Pour commencer, peut-être je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir. Donc Laurence Fortin, qui est élue conseiller régional, vice-présidente, je lis mes petites notes, chargée de l'aménagement territorial à la région Bretagne. Ensuite, dans l'ordre, Christophe Goffy, qui est directeur du CAE des Côtes-d'Armor. Après, nous avons Daniel Normand, qui est adjoint à l'urbanisme de Tréveneuc. Ensuite, nous avons Blandine Housset, qui a contribué au projet d'aménagement de Tréveneuc. Après, nous avons Valérie Huic et Pierre Béhout de l'agence NOUC, donc le trio qui a collaboré, œuvré pour réaliser ce projet. Donc on disait la place de l'architecture au niveau de la revitalisation des bourgs. On s'est posé cette question, mais avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, on avait envie de poser un petit cadre pas historique, mais quelques dates un petit peu clés qui ont amené ce sujet dans les régions et notamment en Bretagne. On peut dire que ça a commencé à l'échelle nationale par quelque chose d'ordre plus expérimental et moins opérationnel, par un premier appel à projet expérimental en 2015, mais qui restait de l'ordre, on va dire, du diagnostic et pas de l'opérationnel. Et puis, c'est ce que vous allez nous raconter, Laurence Fortin. En 2017, la région Bretagne, associée à l'EPF et à la Banque des Territoires, s'est emparée du sujet à l'issue d'un colloque qui a été finalement un point fort, le colloque Centralité, c'est ça, qui s'est déroulé à Saint-Brieuc, donc non loin d'ici, et qui a finalement marqué un point de départ sur les politiques de revitalisation en Bretagne. Aujourd'hui, on en est au deuxième appel à projet. On est au niveau national aussi, il y a eu le lancement du programme Cœur de Ville, qui s'inspire largement de ces politiques régionales. Donc on voit que c'est un sujet qui a cheminé en l'espace de 4-5 ans, et que quelque part, les fragilités du territoire, les politiques ont su s'en emparer. J'espère. En tout cas, on va essayer. Donc on va peut-être revenir sur ce colloque Centralité. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez beaucoup insisté sur ce temps fort, parce que peut-être c'était un moment où finalement plusieurs acteurs importants se sont rencontrés, et la volonté politique et les premiers outils ont commencé à se mettre en œuvre à ce moment-là. Donc je donne la parole à Laurence Fortin. Bonjour à tous et à toutes. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aussi aujourd'hui à votre réunion. Effectivement, je vais revenir sur l'engagement, on va dire, en faveur des centralités, centre-bourg, centre-ville que nous avons au niveau du conseil régional. Mais tout de suite, j'ai envie de dire que c'est vraiment un travail partenarial que nous avons engagé en Bretagne. Et à chaque fois que je dis nous, quasiment, dans ce sujet-là, j'ai envie de parler des partenaires que sont l'État, la Caisse de dépôt et consignation, la Banque des Territoires, connue par désormais sous ce nouveau nom, et puis l'établissement public foncier, qui est ici présent aussi aujourd'hui. Puisqu'effectivement, il y avait eu les AMI et les appels à manifestation d'intérêt nationaux qui ont été lancés, et en Bretagne, il y avait eu des lauréats qui ont fait des études de revitalisation de leur centre-ville, leur centre-bourg. Et puis, par un faisceau d'indices, on a eu la volonté, les partenaires, d'organiser ce fameux colloque à Saint-Brieuc sur réinventons notre centre. Comment on peut le faire avec différents témoignages. Le premier constat qu'on a fait, c'est que déjà, il y avait 600 participants. Donc 600 élus qui se mobilisent une journée, une semaine, pour venir travailler sur la centralité. Évidemment, ça interroge, ça interpelle. En tout cas, on voit bien que le sujet
est au cœur des préoccupations des élus locaux. Au cours de cette réunion, de ce colloque, qui a été fait de manière assez partenariale, il y a eu plusieurs témoignages, des témoignages en dehors de la Bretagne, qui nous ont montré que d'abord il y avait des communes qui s'étaient emparées de ces questions de centralité, de vitalité, de centralité, et que souvent la réponse n'avait pas été, d'abord n'avait pas été la même d'un territoire à l'autre. La réponse, ça ne pouvait pas être que de traiter, par exemple, la question de l'habitat. La réponse ne pouvait pas être que de traiter que d'une autre thématique qui aurait pu être les espaces publics. Mais qu'à chaque fois qu'il y avait des actions en faveur des centralités, il y avait plusieurs actions qui prenaient corps dans un projet global. Donc ça, c'était vraiment un élément marquant, on va dire, en termes de témoignage. C'est que souvent, les élus ont l'habitude de travailler de manière thématique, hein. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur l'habitat, ils vont travailler sur la voirie ou le déplacement, mais pas toujours de manière transversale, et je le dis de manière très simple parce que je suis aussi maire d'une commune, hein. Donc c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est aussi la manière dont on est invité à travailler au vu des financements, des accompagnements et des façons dont on a eu l'habitude de faire. Voilà. Dans tous les cas, ce qui était très clair, c'est qu'effectivement, les projets de centralité ne pouvaient pas reposer que sur une seule thématique et qu'il fallait travailler plusieurs thématiques. Bien entendu, l'architecture, l'urbanisme, les espaces font partie de ces éléments qui sont à travailler et à valoriser. Et puis il y avait un autre élément qui était aussi important, c'est que ceux qui avaient été lauréats de l'étude à manifestation d'intérêt avaient souvent fait des belles études, avaient souvent un beau plan d'action. Mais il était bien rangé et prenait un peu de poussière sur l'armoire. Donc deux constats qui ont bien sûr interrogé les partenaires sur l'organisation de ce colloque en se disant, nous, si on se mobilise, il ne s'agit pas d'aller faire des études qui resteront coincées dans une armoire, déjà ça coûte cher, ça mobilise beaucoup d'énergie et il faut que ça soit utile. Ce qui est apparu aussi au cours de ce colloque, c'est que si ces études restaient aussi coincées sur le bord de l'armoire, c'est que une fois que les élus avaient globalement leur projet global de centralité, ils ne savaient pas par quel bout le prendre et n'avaient pas non plus les moyens de le mettre en œuvre. Donc on ne peut pas dire que on peut pas demander à quelqu'un de faire des choses si on n'apporte pas des brins de solution, ou en tout cas on n'essaye pas de répondre collectivement à ces interrogations. Et à l'issue de ce colloque, en soirée, comme on a l'habitude de faire, de clore cette belle journée, on a eu un propos un peu fou, j'ai envie de dire, à ce moment-là, et de se dire, écoutez, on ne sait pas comment, c'était en juin 2016, on ne sait pas comment, mais on va essayer de répondre collectivement aux défis qui est face à nous, parce qu'effectivement, en Bretagne, particulièrement, on a, le polycentrique breton est bien connu, on a de nombreuses villes moyennes, on a beaucoup de bourgs, et on ressent, les uns et les autres expriment des difficultés sur les centralités, il faut qu'on prenne ce sujet à bras les corps. Donc on a dit, écoutez, on va essayer de faire quelque chose, on ne sait pas comment, mais on va essayer d'inventer quelque chose. Donc c'était en juin 2016, et donc en mars 2017, l'ensemble des partenaires, les trois, plus la Banque des Territoires qui nous a rejoints à ce moment-là, on a décidé de lancer un appel à projet avec deux cycles. Deux cycles, en se disant, l'appel à projet, c'est bien sûr, dans un premier temps, de répondre aux besoins qui ont été exprimés sur la ligne nationale. Permettre aux études qui ont été réalisées de rentrer en phase opérationnelle. Donc pour rentrer en phase opérationnelle, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait déjà avoir de la pluriannualité sur les financements, c'est-à-dire qu'il fallait que la collectivité sache exactement comment elle allait pouvoir être accompagnée dans le projet, et on devait aussi leur donner un espace-temps possible pour réaliser ces projets, parce que même si c'est multithématique, on ne peut pas réaliser tous les projets en une année. C'est comme ça que dans ce premier appel à projet, on a apporté 4 ans de financement pour réaliser les projets. C'est-à-dire que le moment où on commence à réaliser, le moment où ça va même de 4 à 8 ans, 4 ans pour lancer, on va dire, l'ensemble des projets qui étaient vus dans l'appel à candidature, et jusqu'à 8 ans pour les réaliser intégralement, on voit bien l'ampleur d'un projet à ce moment-là. Donc quelque chose d'important, cette question de durée. Un autre élément important, parce que je vois qu'il fallait plus vite.
Allez-y. Non, je voulais vous dire, entre le moment où vous avez diagnostiqué, enfin, ressenti ce besoin en fait des communes, des élus, et le moment où vous avez décidé de lancer cet appel à manifestation, il fallait s'appuyer quand même sur un maillage, un réseau d'acteurs qu'il fallait mobiliser, parce que entre vous qui finalement avez la volonté politique et à l'autre bout, je dirais, de la chaîne, les élus qui avaient la nécessité, il faut quand même de l'ingénierie, de projets. Comment vous avez réussi à mobiliser tous ces acteurs? Ouais, je peux en venir, parce qu'effectivement, il y a la partie financement-investissement, et puis il y a la partie études, parce qu'on sait très bien aussi qu'on ne peut pas lancer un projet de centralité globale sans avoir eu en préalable une vraie réflexion sur le projet qu'on veut porter sur cette centralité. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé 2 phases, une phase opérationnelle, et on pensait que ce serait pour ceux qui étaient plus lauréats de l'année antérieure, et une phase étude en se disant on va engager un cycle et on va annoncer tout de suite une 2e phase d'appel à candidature centralité, ce qui permettra aussi de donner de la visibilité aux candidats pour cette réflexion globale. Alors comment, pour essayer de répondre à votre question, comment on essaye d'engager un mouvement? Déjà par un cahier des charges. Un cahier des charges qui demande plusieurs choses, d'abord de travailler de plusieurs thématiques. C'est-à-dire que dire, on ne va pas travailler que sur un point, invite aussi à mettre autour de la table plusieurs partenaires. Puisque dès l'instant où on travaille par exemple sur la question de l'habitat, on travaille sur la partie patrimoine, sur la question de la mobilité, on ne va pas se retrouver avec les mêmes partenaires autour de la table, et on va inviter aussi à avoir, y compris dans le projet, plusieurs portages. C'est-à-dire qu'un projet, ça ne peut pas être faire une seule salle, c'est pas seulement faire un commerce en milieu rural. On peut dire un projet de centralité, si on dit on va faire un commerce et puis ça va en donner de la vitalité, c'est pas vrai, on sait que ça ne va pas se passer comme ça. Et donc c'est à partir de là, dans le cahier des charges qu'on a donné, on a invité à avoir plusieurs partenaires autour de la table, et on a financé l'ingénierie. Parce que l'étude, c'est aussi ça, c'est financer de l'ingénierie, et dès lors où on donne et du temps et du financement pour cette ingénierie, on arrive à mettre plusieurs partenaires autour de la table. Les partenaires n'ont pas été les mêmes d'un département à l'autre, parce que les organisations sont différentes. On a systématiquement trouvé, on va dire, le CAUE, enfin en tout cas comme on pouvait, les établissements publics fonciers bien souvent aussi, mais les opérateurs de l'habitat, sur la mobilité, on avait d'autres partenaires. Donc on voit bien que l'effet d'entraînement a été différent selon les territoires et selon ce qui existait aussi sur le territoire. De la même manière, dans certains endroits, les intercommunalités se sont très engagées. J'ai même vu dans certains pays, puisque la Bretagne est organisée à l'échelle de 21 pays, dans certains pays, c'était même la responsable du pays qui portait le projet de centralité, en tout cas qui expliquait le projet de centralité. Donc on a eu autour de la table, finalement, en demandant un travail multithématique et partenarial, ça a invité les uns et les autres à créer des comités de pilotage, et finalement des gens qui avaient l'habitude de travailler en silo à commencer à se parler. Et là, je pense qu'on commence déjà à réfléchir différemment et à aider en plus les élus. Alors ça peut paraître complexe. Au début, on nous a dit mais voilà, c'est compliqué votre histoire. C'est vrai qu'on sait mieux répondre à construire une salle, on fait un appel, une consultation, on construit la salle, on sait mieux le faire. L'élu local, c'est plus facilement le faire. Faire mettre plusieurs personnes autour de la table, ça veut le faire, mais c'est pas non plus, c'est des choses qui prennent du temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais de se dire que de toute façon, donner une action sur la centralité nécessite du temps, de toute façon. Donc il y a eu le premier appel à projet, 208 candidats, 60 lauréats, c'est-à-dire moitié-moitié, pas le moins sans doute, entre études et ville et investissement. Donc là, on voit bien la différence. C'est toujours très varié. Alors certains m'ont dit, mais nous on ne peut pas répondre, on n'avait pas d'ingénierie. Auquel cas je réponds que Millonnec, de 415 habitants, a réussi à y répondre. Donc une commune de 415 habitants a réussi à répondre au premier appel à candidature, au même titre que Saint-Brieuc, qui était la plus grande ville, on va dire, qui a répondu. On avait exclu de l'appel à candidature les villes qui étaient dans les métropoles. Donc ça c'était un choix politique que nous avions fait, donc cela n'était pas dans le dispositif. Mais c'est vraiment toutes les centralités. On a essayé dans le second appel à projet de lancer cette question d'armature urbaine un peu plus importante, de pôle, au niveau de centralité au niveau du territoire. Bon, on voit que c'est plus compliqué, c'est pas encore mature. Il faudra faire un lien avec tous les documents d'urbanisme
qu'il y a à l'échelle de la Bretagne, les fameux PLUI, les SCOT et autres. Mais aujourd'hui, il est compliqué pour un élu d'aller dire que la commune d'à côté n'a pas le même rôle structurant que sa commune qui fait à peu près le même nombre d'habitants parce qu'elle a, elle, un peu plus de services. Donc ça, on voit bien dans les documents d'urbanisme aujourd'hui, on a les villes moyennes qui sont globalement bien identifiées, les pôles structurants et les pôles secondaires le sont aussi, mais on va dire qu'un pôle secondaire en Finistère ou un pôle secondaire en Ille-et-Vilaine n'a pas du tout la même caractéristique. Alors, en soi, c'est peut-être pas grave, mais on voit aussi qu'après, les communes, une commune de 150 habitants, elle pouvait candidater comme une commune de 4000, enfin, une petite commune en Bourg, pouvait candidater à 3500 habitants de la même manière. Donc ça, il n'y a pas eu ce sujet-là. Ce qu'on a vu en tout cas, c'est une vraie appétence autour de cette question-là, autour de cette façon de faire. Et puis tout à l'heure, ce que je disais en aparté, c'est aussi malgré tout 208 candidats, 60 lauréats, c'est malgré tout aussi beaucoup de frustration. Il ne faut juste pas l'oublier, c'est un appel à projet. Ça s'est vu de la région pour impulser quelque chose. J'ai envie de dire, c'est aussi quelque chose de très important qui s'est passé entre nous, les partenaires. C'est que pour la première fois, on avait un cahier des charges commun. C'est-à-dire que parfois, une collectivité, parfois même souvent, répond à un appel à projet du département, un autre de la région, un autre de l'État, un autre de l'EPF, et autres. Donc il y a plusieurs appels à projet et finalement, il essaye de répondre en fonction du cahier des charges qui est toujours très différent. Et là, l'idée, c'était d'avoir un cahier des charges commun entre les partenaires. Et qui dit cahier des charges commun, même si ça peut paraître comme ça, pas grand-chose, veut dire aussi travail en commun. Les 208 candidats ont été étudiés avec l'ensemble, les 4 partenaires. Donc, regarder ensemble, échanger, une culture commune s'est créée aussi, une façon de travailler. Et ça, je pense que c'est aussi important pour les territoires, c'est qu'à un moment ou l'autre, y compris avec l'ensemble des partenaires qui sont autour de TAL et qui accompagnent les communes et les collectivités dans ces projets, c'est qu'on partage l'ambition sur la centralité. Je viens juste voir que sur l'opération Cœur de Ville, qui a été lancée au niveau national, peut-être un peu différemment, mais en tout cas, je vois aujourd'hui que les 2 tiers des villes ont continué à agrandir leur super et hypermarché. Je dis juste ça, c'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, il faudra qu'on ait tous de la cohérence dans nos propos pour se dire, voilà, les questions de centralité, les questions qu'on se pose souvent sont issues des choix qui ont été faits des années 60, 70, 80, de l'urbanisme, des évolutions de l'habitat et autres. On a des vraies réflexions à avoir. Une seule collectivité peut avoir cette réflexion, mais ça ne portera en rien sur le territoire si on n'arrive pas à avoir cet effet d'entraînement et si on n'arrive pas à partager cette culture. Je pense que ça c'est essentiel. Et en ce sens, aujourd'hui, c'est important aussi ce genre d'échange parce que partager la vision de la région et des partenaires, on va dire, avec d'autres partenaires, élargir, ça nous permet aussi de faire des évaluations ensuite. Donc je dis 208 candidats, 60 lauréats, c'est aussi un réseau qu'on a mis en place. Un réseau des candidats, et pas des lauréats seulement. C'est-à-dire qu'on a 208 communes qui sont candidates, donc ça veut dire qu'on a 208 communes qui réfléchissent à la question de centralité. Il n'y a pas que l'histoire des financements, c'est comment on les accompagne. Et donc on a fait 4 journées thématiques qui ont porté une fois sur les financements, une fois sur les outils privés, puis je sais plus, je ne trouverai plus. Sur les montages opérationnels et la concertation. Voilà, merci, c'est ça les partenaires. Et qui aussi permet de travailler aussi ces points-là. Et de faire partager encore les expériences. C'est-à-dire que voilà, comme on va nous dire tout à l'heure, voilà ce qui s'est passé ici, voilà comment on s'est organisé. Eh bien, les uns et les autres racontent et on voit bien que ça essaime. Et pour le coup, on est à la 2e phase et on a encore 213 candidats. Donc on voit bien que ce sujet est encore là, très prégnant, et que dans tous les cas, il faut réussir à avoir cette culture commune et travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une culture commune de l'architecture, puisque le sujet tourne autour de la question de l'architecture finalement, l'architecture contemporaine, la reconversion du bâti patrimonial. Est-ce que ça faisait partie des choses qui figuraient dans le cahier des charges? Quelle est la place en fait de l'architecture dans ce
dans le cahier des charges que vous aviez lancé au départ? À proprement parler, j'ai pas vraiment été regarder la petite phrase qui était écrite, je te dis, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on a surtout dit, c'est que pour faire un projet de centralité, il fallait s'appuyer sur son identité. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'ici, on ne fait pas le même projet qu'en Centre-Bretagne ou dans le Morbihan, parce que les territoires sont différents, et que leurs histoires sont différentes, et que chaque commune a une histoire différente, et qu'il faut travailler son projet de centralité qui ne peut pas être un copier-coller. On peut s'inspirer des expériences des uns et des autres pour créer son propre projet de centralité, mais ça ne peut pas être un copier-coller d'un autre territoire. Donc, oui, le patrimoine, oui, l'identité, oui, l'architecture sont des éléments d'identité très forts sur lesquels il faut s'appuyer parce que c'est vraiment un fort levier d'attractivité de son territoire et il faut vraiment travailler et protéger ça. Quand je parlais des années 60-70, c'est peut-être des choses qu'on a essayé de banaliser et pour le coup, on voit bien qu'en Bretagne, on a besoin de protéger nos paysages. On a besoin de protéger notre architecture, on a besoin de protéger en fait les éléments de notre identité parce que c'est aussi ça notre force. Et il faut capitaliser sur ces éléments-là, c'est important. On travaille sur, là je vais élargir un tout petit peu, mais on travaille actuellement sur la Brexcom, construire, ça c'est le Conseil régional de Bretagne, construire la Bretagne de demain, horizon 2040. 3 défis, et vous allez vite les comprendre, le défi climatique, le défi de la biodiversité et le défi de l'aménagement équilibré du territoire. Comment on essaye collectivement d'y répondre. À travers ces documents-là, on va avoir demain le SRADET, le schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires. C'est un schéma qui va s'imposer à toute la Bretagne, à tous les documents d'urbanisme en Bretagne, une fois qu'il sera approuvé fin 2020. Le dit de manière schématique. Et dedans, il y a effectivement la notion des paysages. La protection des paysages et de l'architecture sont des éléments importants parce que ce sont des éléments d'identité qui caractérisent la Bretagne et sur lesquels il faut capitaliser. Parce que c'est différent d'un endroit à l'autre et qu'on ne peut pas faire que des copier-coller. Merci. On va peut-être rentrer. Alors, j'ai qu'un micro parce que je vais parler à vous. Voilà. Je vais peut-être commencer par Daniel Normand, puisqu'on est à Tréveneux et qu'on va parler de Tréveneux qui est de la démarche qui a été entreprise ici. Vous, en tant qu'élu, quel type de fragilité, qu'est-ce qui vous a amené à sentir dans votre territoire l'envie de lancer ce projet? Qu'est-ce qui a été le premier moteur, en fait, de cette démarche? En fait, ce projet remonte à l'année 2007. C'était la mairie et le maire de l'époque avaient souhaité revitaliser le centre-bourg qui avait des vieux bâtiments et dans ce cadre avaient lancé un projet pour voir ce qui pourrait être fait. Aux nouvelles élections de 2008, c'est une nouvelle équipe qui arrive. Elle a des projets prioritaires et en 2012, elle reprend l'idée de cette revitalisation du bourg, mais on sent bien que si on a quelques idées, on n'est pas en mesure de pouvoir les concrétiser. Et donc, on fait appel au CAUE qui va nous aider et qui finalement débouchera sur les projets dont vous allez voir la réalisation plus tard. Ce qui me paraît important, c'est que, et je suis très content d'être entouré des architectes qui ont participé à ce projet, le CAUE avec Christophe et les 2 architectes qui sont à mes côtés, Blandine et Valérie. Car sans eux, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Et j'insiste beaucoup sur l'aide que nous a apportée le CAUE, parce qu'ils ont mis à notre disposition en 2012 une étudiante et en plus il avait préparé une maquette du centre-bourg qui permettait aux gens de visualiser ce qu'il en était et de pouvoir déplacer les bâtiments et de pouvoir voir comment les mettre en place. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Christophe, qui va nous expliquer la démarche qu'a eue le CAUE. Juste, qu'est-ce que vous avez
perçu comme nécessité pour le bourg. C'était ça la question aussi, c'était de savoir qu'est-ce qui avait Tréveneuil en était où au moment où vous avez eu envie de lancer la démarche. Est-ce qu'il y avait des problèmes de logement, de bâtis vacants? Est-ce qu'il y avait des nécessités de réouverture du commerce de proximité? C'était quoi les attentes que vous aviez en tant que... Les attentes, c'était essentiellement des bâtiments qui n'étaient plus adaptés. Parce que dans les bâtiments, il y avait un commerce, il y avait un restaurant qui ne pouvait pas fonctionner parce qu'il n'était pas aux normes, et il y avait une bibliothèque qui était dans la petite pièce qui est juste à côté, qui n'était pas adaptée. Et donc c'était l'idée de revoir ces bâtiments, de voir comment on pourrait réaméliorer, et surtout, ce centre-bourg n'était absolument pas convivial. Il n'y avait pas de possibilité de faire des réunions, et donc l'idée c'était d'une part revoir les bâtiments et d'autre part faire un espace partagé où les gens pourraient se rencontrer. Avec une population, peut-être la population de Tréveneuil, quelques éléments de combien vous êtes, et puis est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants dans le bourg, ou après le projet, est-ce que ça a amené du monde à venir s'installer parce que justement il y a quelque chose qui s'est créé? Je pense que c'est difficile de dire que l'aménagement a ramené du monde. Parce qu'entre-temps, il y a eu des lotissements qui se sont mis en place et donc qui ont permis d'apporter des nouvelles personnes dans le bourg. Donc le bourg lui-même, par contre, ce qui est sûr, c'est que le bourg est maintenant un espace convivial sur lequel on peut faire des réunions. La Perganda, que vous verrez tout à l'heure, permet de faire des concerts, de faire des réunions. Tout le monde s'est approprié cet espace que vous avez devant vous, entre l'église et les nouveaux bâtiments. Maintenant, il y a des concours de pétanque qui n'existaient pas. Enfin, vous avez toute une partie conviviale qui se fait grâce à cet réaménagement. Ça a activé aussi une vie associative et créé des lieux pour que les gens se rencontrent. Exactement. Ce qui est quand même essentiel. On va peut-être passer au lieux. Donc, en fait, on a bien compris qu'il faut un maillage d'acteurs pour aussi apporter de l'ingénierie de projet aux élus qui en sont peut-être un peu démunis. Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est M. Normand qui est venu voir le CAUE ou est-ce que c'est le CAUE qui est allé voir M. Normand? Et comment s'est façonné l'ingénierie du projet? On a fonctionné de façon assez conventionnelle. Nous, la plupart du temps, quasiment tout le temps, on est invité par la collectivité à les accompagner sur un projet particulier. Donc quand on a rencontré les élus de Tréveneuil, la question, Daniel l'avait dit, c'était... Alors j'aime bien cette photo parce qu'on voit exactement à l'époque la difficulté de Tréveneuil. Le projet se situe là. Et Tréveneuil était devenu un carrefour. La voiture avait pris toute la place. Et le petit bâtiment central à l'origine pittoresque s'était transformé en bâtiment, comment dire, surutilisé, un bâtiment maltraité, avec des arrières qui n'étaient pas à la hauteur du centre-bourg. Donc la question des élus, quand ils nous ont invités, c'est comment on peut intervenir, quelle est la procédure. Et puis il y a une question qui est arrivée tout de suite, c'est la question du patrimoine, à savoir, est-ce qu'on déconstruit et on fait du neuf, ou est-ce qu'on rénove? De façon assez classique, le CAUE a répondu, c'est peut-être mieux de garder, c'est peut-être mieux de conserver, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc on a quelque chose là quand même qui est peut-être intéressant à rénover. Et la première rencontre s'est terminée de cette façon-là. Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement convaincu les élus. Je suis sûr qu'on ne les a pas du tout convaincus. Et finalement, assez rapidement, ils sont revenus vers nous. Assez rapidement, ça veut dire... Ça se passe sur quelques semaines, quelques mois. Ils sont revenus vers nous, ils nous ont dit mais non, ça ne nous va pas, on voit bien que ces bâtiments ne vont pas pouvoir accueillir le programme qu'on attend. Et on voudrait démolir,
on n'est pas sûr comment on peut interroger, comment on peut questionner les habitants. En fait, ce que la commune nous demandait, c'est d'organiser ce qu'on appelle une concertation. Alors à l'époque, c'était un petit peu nouveau. Enfin, c'est toujours nouveau, parce qu'on n'y arrive pas vraiment. Et on s'est autorisé, nous, à inventer un dispositif. On a profité de la venue d'Alice Pansard, qui était en stage au CLE, et avec elle, on a fabriqué une maquette, et Alice s'est mise à disposition de la collectivité pour venir tout l'été interroger, recevoir les demandes des habitants. Donc elle a produit une petite enquête, hein. Chaque habitant pouvait donner son point de vue, des questions de transport, de trajet, de déplacement étaient posées, qui se déplace, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc tout ça a fait l'objet d'une restitution qui a permis finalement à la collectivité de prendre une décision. Enfin, pas tant que ça, parce que finalement, la question qui sous-tendait toute cette concertation, c'est est-ce qu'on démolit ou est-ce qu'on rénove? Et puis, il n'y a pas eu une franche majorité pour l'un ou l'autre. Donc, l'équipe municipale a fait son boulot, elle a pris la décision. Et ils ont décidé de déconstruire pour reconstruire un projet adapté. Je dirais qu'il y a Blandine qui est intervenu en fait. C'est ça, voilà. Dans tout ce travail, évidemment, les intervenants se croisent, se superposent. Dans un premier temps, la collectivité avait retenu Blandine pour faire dessiner une faisabilité, savoir qu'est-ce qu'il était possible de produire sur la place, quelle surface on peut produire, qu'on peut construire, comment on peut stationner, comment on peut circuler. Donc il y a un premier document qui a permis de mesurer tout ça, et c'est tous ces documents qui vont servir ensuite à lancer ce qu'on appelle une procédure adaptée avec remise de prestations. Alors pour les archives connaissent, hein, c'est une procédure, c'est l'intitulé un peu technique de la procédure. L'idée, c'est de demander à des cabinets de dessiner une solution qui est ce qu'on appelle une intention architecturale. Donc c'est un peu avant l'esquisse, et le principe de cette procédure qui nous intéresse nous au CIE beaucoup, c'est que cette procédure a la vocation à continuer d'aider la collectivité à rédiger son programme. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à la collectivité de produire un programme et aux archives de répondre strictement au programme. On attend que les archives soient force de proposition. Donc 4 équipes ont été retenues, sur 30. Donc ça fait l'objet de... Et c'est clair, j'insiste quand même parce que c'est Blandine qui a été un peu à l'origine de celle-ci. Blandine, vous avez été à l'origine de quoi alors? Non, en fait, j'avais été missionnée, le CAU, quand il y a eu cette enquête où Alice Pansard a travaillé tout l'été, là, nous, du coup, on avait été missionnés quelques mois plus tôt par la mairie via le CAE qui avait organisé une consultation pour trouver une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc j'étais pas seule, et dans mon agence, il y avait un paysagiste et un bureau d'études VRD pour réfléchir aux 10 000 m² du centre. C'était pas que le centre-bourg, c'était tout l'aménagement, en fait, l'étendue du projet urbain qui était notre charge était d'étudier sur 10 000 m² qu'est-ce que pouvait devenir le bourg de Trévenac. Et dans le bourg, il y avait évidemment le centre. Et donc tous les documents, là, ce document, j'ai pas trop envie de rester dessus. C'est plutôt ceux d'avant. Ça, c'était à l'issue. En fait, on avait du coup fait une enquête sur quelles étaient les choses importantes dans le centre-bourg. Il y avait le chêne, il y avait cette maison-là, la maison des loisirs, c'était un élément un peu important. Il y avait l'église, le chêne, les points de vue vers la mer, la borne Michelin. Il y avait des petites choses comme ça qui étaient importantes. Et à l'issue de ça, le CAU, évidemment, l'a accompagné tout au long. Il y a eu cette enquête auprès de la population. Tout l'été, les gens pouvaient venir discuter, faire des maquettes, etc. avec Alice en mairie. On a fait une réunion publique et à la fin, on avait fait lever la main aux gens pour savoir est-ce qu'on garde ou pas ce groupe de bâtiments qui fait que c'est un grand rond-point. Et là, ça avait été à main levée, c'était 50-50, effectivement. Et la mairie a tranché. Voilà. Donc en fait, moi j'ai été un petit peu
tout du long, mais je suis pas à l'origine, mais j'étais là. Voilà. Mais cheminer le projet. oui, oui. Mais c'est vrai que c'est sur la durée, on parlait de durée tout à l'heure, c'est incroyable. En architecture, ça dure pas 5 ans les projets, enfin, pour la taille, mais là c'est très très long. Vous avez de l'idée au projet, c'est quoi? C'est en 2012? En 2012, on a été missionné. Un an plus tard, il y a eu la consultation pour trouver les architectes. Une fois qu'il a été décidé, en consultant la population avec le CAE, de démolir les bâtiments centraux, il a fallu se dire, alors il faut trouver des maîtres d'œuvre pour les construire. Il n'était pas question que ce soit notre équipe, qui faisions déjà les 10 000 m² d'aménagement urbain, d'être aussi les architectes du projet. Et moi j'étais ravie qu'on organise une consultation, parce qu'on est plus fort à plusieurs aussi, et quand Nung a du coup été lauréat de ce projet, ça a redonné un coup de l'énergie dans le projet, et on est reparti. Du coup, on a revu aussi l'aménagement en fonction du projet qui avait été lauréat. Ça a changé complètement le centre. Et c'était super, du coup, ça a tiré le projet vers le haut et ça a redonné de l'énergie. Voilà. C'est plus redonné. Voilà, tu m'as coupé. Mais en fait, le plan retenu à l'issue de cette consultation, c'est le plan de Nung. Et bon, là, je vais laisser peut-être Valérie et Pierre parler de ce projet-là, parce que ce qui a convaincu la collectivité, c'est cette idée qu'on faisait plusieurs bâtiments et qu'on organisait les bâtiments pour produire une perspective entre les bâtiments qui permettait d'apercevoir le clocher à l'extrémité. Je ne sais pas si... Je voudrais simplement rajouter un tout petit point, c'est qu'on oublie un peu la population, et que la population a toujours été informée de ce que l'on allait faire. Et pour le choix du projet définitif, il y a eu des réunions pour savoir, il y avait 4 projets, donc, comme Christophe l'a dit, il y en avait 2 qui ont été éliminés tout de suite. Et puis il y en avait 2 sur lesquels on hésitait. Et là, la population s'est réunie, enfin tout au moins les gens qui faisaient partie du comité pour décider finalement, et c'est le cabinet Nung qui l'a remporté à ce moment-là, donc non seulement avec les élus, mais avec la population. Et là, je crois que c'est très important. On va peut-être rentrer dans le vif du projet. Voilà. Comment vous avez envisagé ce projet? Comment vous avez travaillé au départ, donc en lien avec la première étude qui a été faite de Blandine et le CME? Quelle est votre approche au départ? Alors en effet, on a eu déjà un état des lieux qui était très précis grâce au document de Blandine. Et on avait 3 à remettre, c'était pas une somme de travail phénoménale. Par contre, il fallait trouver des idées. Je sais qu'on a, avec Pierre, travaillé sur vraiment énormément de versions. Je me souviens même, pour la petite histoire, que la veille, le projet n'était pas encore comme ça. Et que je me disais, là on va pas pouvoir rendre quelque chose demain, mais en fait l'idée est venue. Notre idée c'était en effet dès le départ mettre en scène l'église et aussi d'offrir la possibilité d'avoir un espace extérieur, notre fameuse supermanda qu'on met dans pas mal de projets, mais qu'on trouve vraiment très nécessaire dans notre climat breton, où il fait beau plusieurs fois par jour. Et où quelquefois, très rarement, l'humidité fait qu'on ne reste pas dehors. Donc cette... Je me souviens pas de la question de la route. C'est la diapo suivante. Alors, par contre, d'où sur ce projet-là, on avait fait après, dans notre faisabilité, on avait marqué noir sur blanc les points forts et les points faibles. Et on avait marqué comme point faible, attention, ça restera un gros point. Même si on essaye de le raccorder avec l'église, voilà, ça restera un rond-point parce que la route continuera à nous encercler. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que dans les 3 autres équipes, il y avait quand même eu d'autres projets aussi, et qu'il y en avait un qui avait carrément eu l'audace de construire sur une route, a priori pas la même que la nôtre, après, mais qui avait dit, voilà, on a un rond-point, il faut casser ce rond-point. Conclusion, il y a une route qu'il faut annexer à la parcelle. Et donc, très vite, on a défendu ce point de vue en disant, bah oui, parce que c'est ce qu'on essaye de vous expliquer quelque part, on va rester sur
quelque chose qui sera sûrement agréable, mais ça restera un rond-point. Et là, c'est quand même assez incroyable, parce que dans ce laps de temps énorme entre 2012 et puis 2016, on a livré le bâtiment. Là, je pense, en l'espace de 10 jours, la mairie s'est prononcée en disant, mais bien entendu, c'est évident. Eh bien, on va construire sur la route. Et on a pu commencer à positionner les bâtiments un peu différemment, donner un peu de l'air à la parcelle. Sur ce projet, il y avait encore des choses qui ne nous plaisaient pas. Notamment la pergola qui était entre les deux, on savait qu'entre les deux bâtiments, on savait que ça allait être un courant d'air perpétuel. Donc c'était pas très intéressant. Et là, on essayait de répondre au programme initialement prévu, qui était de 4 logements, avec le logement du boulanger. Et comme nous, on avait bien mis de côté la boulangerie, ben forcément, le logement du boulanger était au-dessus de la boulangerie. Donc, je dois dire qu'on a un petit peu manipulé en disant, voilà, au niveau de la maquette, regardez. Donc là, c'était juste la faisabilité, avec 2 bâtiments. On retrouve l'idée des 3 groupes, mais dans la maquette que vous avez vue, c'était déjà presque un avant APD, où on a dit, ok, là, vous avez les 4 logements, mais il y en a un qui est absolument inintéressant. Donc, est-ce qu'on garde vraiment l'idée du logement au-dessus de la boulangerie? D'où le partenariat extrêmement important qu'on a eu systématiquement avec la mairie et avec en effet la population, puisque de toute façon, à chaque phase, on a montré notre projet, on avait des soirées où quelquefois, moi j'étais très étonnée, non, parce qu'il y avait jusqu'à 200 personnes, et on présentait notre projet en disant, ben voilà, on en est quoi. Ah oui. Il a évolué parce qu'à chaque fois, on a eu la chance de les convaincre et donc on a pu acter des choses. Par rapport au programme initial, il y a un logement qu'on n'a pas fait. On a fait 3 logements sur les 4. Et quand on a expliqué à la population qui au début disait mais non, mais attendez, quelque part, on a toujours dit qu'on ferait 4 logements, là il y en a 3, pourquoi il y en a que 3 ? Quand on a expliqué le pourquoi du comment, ils nous ont dit bah non, mais c'est tout à fait évident, on vous suit. Pourquoi ? Parce qu'à Trèveneuve, proposer 4 logements qui avaient moyennement d'intérêt, déjà le problème de revitaliser justement le centre-bourg, donc il fallait pour nous que les logements soient vraiment de qualité. Et en fait, on a 3 logements qui sont largement supérieurs au mètre carré imposé par les différents organismes. On a quand même un T4 de 120 mètres carrés, un T3 qui peut faire dans les 70, et puis un autre T4 qui est un peu plus petit, qui doit faire 108 avec une terrasse. Donc voilà. Mais là, au moins, on avait des choses de qualité. Alors que le fait d'en mettre 4 dans la même barre faisait qu'on avait 2 voire 3 logements qui devenaient mono-orientés. On a là que le central qui est mono-orienté. Les 2 autres, évidemment, bénéficient de 3 et d'une vue sur mer pour celui qui est tout au-dessus du bar. Voilà. Donc c'est vrai que là, on arrive à quelque chose de finalisé. Hein, ça, on devait être au pro. L'avantage, c'est que du coup, avec Blandine, dès le départ, on a travaillé ensemble. Donc forcément, son projet renforçait le mien et inversement. On a pu mettre en place des failles, on a pu mettre en place des transparences. Et à chaque fois, bien entendu, on faisait le point aussi avec le CAUE et avec la mairie. Ça a été vraiment un rôle de partenariat. Je me souviens qu'au départ, monsieur le maire voulait absolument des soubassements en pierre, parce que pour lui c'était extrêmement important. Bon, c'est en discutant, et la couleur rouge de la brique. Bon, on a la couleur rouge de la brique, mais j'ai pas voulu mettre un parement brique parce que je voyais pas pourquoi on mettrait un parement brique. Et ça, c'est bien parce que justement, on a eu cette relation de confiance et de partage autour d'une table qu'on a pu réussir à évoluer chacun d'entre nous, en fait. Sans ça, on serait resté sur quelque chose peut-être assez brutal, et voilà. Vous avez quand même osé une architecture assez très contemporaine, finalement, dans un bourg. Est-ce que ça a été tout de suite accepté ou il y a eu des espèces de petits éditoriaux? Non, on nous a dit lors quand on présentait à la population, on faisait des hangars, surtout les 2 petits. Bah oui, mais là c'est vraiment bâtiment agricole. La perganda, d'accord, on dirait une serre agricole. Les logements, la population a assez vite
compris, on voit bien sur cette image d'ailleurs, quand on disait, ben voilà, les toits on les a mis comme ça, parce que c'est aussi un petit clin d'œil à l'église, et quand on arrive en fait de Ploie, on arrive par cette route-là, et on comprend bien les trois petites groupes avec l'église. Donc, sur le volume du bâtiment plus haut, on n'a pas eu trop de choses. Par contre, le bois, mais pourquoi mettre du bois? Et puis du zinc, enfin c'est quand même incroyable de faire du zinc. Et puis alors en plus du plastique avec du polycarbonate. Et puis il y avait du béton. Enfin, voilà. Bon, par contre, à chaque fois, ils osaient nous dire, ben là on ne vous suit pas. Et en fait, ça s'est toujours bien passé parce qu'on a toujours réussi à expliquer le pourquoi. Et pourquoi on proposait ça. Donc, Et c'est qui faisait le lien comme ça dans les réunions entre vous et... ou c'était direct? Alors, la mairie présentait, moi je présentais, et après la population posait les questions. Donc, comme toujours dans des relations, enfin dans des rendez-vous comme ça où il y a la population, c'est toujours les gens qui ont quelque chose à reprocher qui vont prendre la parole. Mais là, ce qui était très bien, c'est que souvent, c'était la population elle-même qui répondait à ceux qui descendaient un peu le projet. Donc là, il fallait simplement qu'on soit un peu nous patients, on se taise. Beaucoup de choses se sont réglées entre eux, notamment le bois. Je me souviens que le bois, je n'ai pas eu à dire quoi que ce soit sur le bois, parce qu'il y avait tous ceux qui défendaient le bois qui étaient contre ceux qui, évidemment, trouvaient que le bois était ridicule. Pourquoi on en est arrivé à faire des pignons? Ça peut être un petit peu anecdotique comme ça, mais c'est vrai que le fait de construire sur la route, ça c'est aussi important de le souligner, on était en fait en bord de limite. Donc on était sur l'ancien muret en pierre qui était là, le chemin du château en fait, et très vite le propriétaire du château a proposé en fait à la ville de Tréveneuil de racheter pour un euro symbolique. Vous a vendu 60 mètres de façon à ce qu'on puisse passer derrière. Voilà, donc on voit un peu derrière, voilà. Ce qui transformait aussi beaucoup les choses, parce que là on pouvait commencer à voir les enfants qui viennent de l'école, qui sont au-dessus de l'église, et qui viennent à pied, qui pénètrent un petit peu comme ça par plusieurs petites portes dans ces murs en pierre qui n'existent pas trop pour le moment, mais que la mairie va construire, parce que voilà, il y a une formation... Il y a des écoles. Exactement, il y a eu une formation pour les agents et ils vont eux-mêmes construire. On a gardé toutes les pierres de la démolition et il va y avoir ce réemploi. Donc du coup, forcément, par rapport au chemin, pour l'instant ça reste anecdotique, mais les 3 pignons en pierre, mais l'idée c'est d'avoir aussi après des murs en pierre qui vont venir continuer et tracer en fait cette limite-là. Donc pour l'instant, ça, on peut se demander pourquoi on a fait ça, mais voilà, il y a une volonté. Et la population peut-être aussi a senti qu'au-delà des bâtiments qu'ils construisaient, finalement c'était un nouvel espace public avec de nouvelles percées qui sont créées à eux, puisqu'aujourd'hui on voit bien sur la diapo qu'il y a des bâtiments qui sont un attracteur, mais il y a toutes ces lignes de force que vous avez créées qui n'existaient pas avant. Avant c'était complètement fermé. Alors les lignes de force, ils les ont compris le jour où on a fait la réception du bâtiment. Alors franchement, pendant même encore le chantier, M. Darlan pourra en témoigner, on avait des gens quelquefois qui s'arrêtaient pour nous dire vous faites vraiment n'importe quoi. Donc, le chantier a été habité, il y a des phases aussi. Oui. Voilà, le café qui continuait de fonctionner, ça voilà. Qui a été déconstruit. Le projet n'était pas du tout lisible pendant tout le chantier, puisque le bar qui restait devant, il y avait un bout de mur derrière. D'autant qu'il y avait des équipements qui étaient un peu, il n'y en a pas beaucoup dans le bourg, enfin des lieux comme le café qui étaient un peu structurants, et il fallait continuer à les faire vivre tout en... Exactement, il fallait surtout pas arrêter le dépôt du pain et puis le café. Donc, comme dit Pierre, en fait, il y avait un phasage qui était très important. Nous, on savait où on allait, mais je pense que pour des gens qui ne lisent pas forcément bien les plans, c'est difficile de savoir, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont démolies, il y en a d'autres qui ne le sont toujours pas. Donc où on va, donc je crois que vraiment les gens ont compris quand on a inauguré l'ensemble et puis que les stabilisés ont été faits. Quand on a découvert la place. Quand on a découvert la fameuse plaque et place et pourquoi on faisait quelque chose couvert en polycarbonate. Et l'appropriation s'est fait facilement Juste intervenir parce que bon, on fait l'exercice assez souvent et à chaque fois je termine le propos de Valérie pour faire remarquer que finalement ce qui fait la qualité de ce projet, et c'est à mon avis pour ça qu'il a été retenu pour le prix d'architecture de Bretagne,
c'est que les archis ont construit parfaitement des bâtiments, mais que ces bâtiments servent un espace public, un espace commun, de très belle qualité, et que cet espace n'existait pas, et qu'à un moment donné, ils l'ont aussi dessiné. Et c'est souvent, c'est un peu notre propos quand on s'approche des collectivités, c'est bien plus difficile de dessiner le vide qui est entre les bâtiments que le bâtiment lui-même. Mais c'est tellement sous-entendu dans le travail de Nouk que Valérie n'en parle jamais. Mais moi je pense que ce qui était le plus difficile à dessiner, c'était ce lieu, ce grand trottoir, comment tout ça se tient, le choix des matériaux qui était fin aussi, parce que on voit bien que la voiture dans le monde de Trapnel, même si on la fait reculer, elle continue d'être là. Donc comment on arrive à mettre le bitume un tout petit peu à l'écart. Toutes ces solutions mises les unes bout à bout produisent un espace commun, un espace public de belle qualité, et en fait, ce qu'ils ont produit à Trapnel, c'est une place de bourg qui n'existait pas, parce que si je reviens à la photo de départ, qui est très parlante, elle est tout au départ, voilà, c'est ça. Donc nous, on était là, hein, vous voyez, et en fait, Treptow était devenu un énorme carrefour. La voiture faisait le tour du rond-point et elle avait pris toute la place. Donc moi, à chaque fois, je me permets de préciser. Du coup, tu m'as posé une question, mais j'ai oublié. Je me demandais si la pergola, c'était l'élément public en fait, qui est en dehors de l'espace dont on vient de parler, mais c'est un peu un équipement finalement qui peut vivre à toutes les saisons. Est-ce que les gens se sont rapidement appropriés ce lieu-là? Ou est-ce qu'il a fallu un peu... Alors là, je pense que c'est... Les gens, au début, si vous voulez, les gens n'ont pas très bien compris à quoi ça pouvait servir. Et puis, quand on va chercher son pain ou à l'épicerie, on peut discuter devant, il pleut, on est tranquille. Et puis, la mairie a organisé des soirées, jazz, concerts, petites pièces de théâtre, etc., qui font que les gens, petit à petit, se sont appropriés cette zone. Il y a même eu des repas sous la perganda. Alors, la perganda, elle a un petit défaut, c'est qu'elle est un courant d'air. C'est un courant d'air parce qu'elle est au sommet du bourg, elle est à la croisée des vents, donc courant d'air. Et nous avons mis des panneaux de toile amovibles, sur lesquels, Valérie, vous n'avez rien dit jusqu'à présent, alors qui sont posés, et vous n'avez fait aucune remarque, donc je vois qu'on a fait quelque chose de très discret. Et là, ça permet vraiment de faire des repas le soir sans aucun problème. Pour s'échapper de Treptow et pour y revenir après, puisqu'on va visiter le lieu, j'avais envie de vous demander, vous en tant qu'archi, peut-être que ça a eu également, évidemment, cette démarche que vous avez initiée, ce projet, j'imagine que dans votre pratique, il a nourri votre pratique, et peut-être que vous avez envie de faire d'autres sujets, d'aborder d'autres sujets de ce type-là, et qu'aujourd'hui, votre pratique, elle a aussi évolué avec des objets un petit peu spécifiques ou... Alors, je pense qu'on est trois, Monsieur Sailleux, vous aurez sûrement des réponses différentes. Pour ma part, j'ai eu enfin l'impression, et c'est assez rare dans mon métier, de pouvoir faire mon métier comme je le pensais. Je ne crois pas que ça m'a nourri, je crois que ça m'a permis d'exprimer ce que j'avais envie de faire depuis un bout de temps, mais qu'on ne fait pas si souvent que ça, par faute de temps la plupart du temps, quand on répond après pour des concours plus importants, etc. On est souvent pris par le temps, donc on s'enlève tout ce temps de réflexion, on retrouve ça dans les maisons individuelles, mais malheureusement ce n'est pas souvent le cas pour des bâtiments publics. Et ça, c'est ma réponse. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je faisais un tel projet, de réfléchir à 10 000 m². Enfin, je n'avais fait que de l'architecture avant, à part quand j'étais étudiante un peu d'urbanisme. Mais je venais juste de revenir dans le Trégor. En fait, 2012, c'est ma première candidature, c'était ici, ça faisait 2 mois que j'étais revenue au pays, et un bourg. Donc c'était magique, mais c'était vraiment
Parce que je pense justement qu'on est dans un territoire rural et que les centres-bourgs ont autant d'intérêt qu'un grand centre-ville. Mais c'était un sujet, du coup j'ai passé des heures, c'était difficile, vraiment. Et donc là je remercie aussi vraiment le CAUE parce qu'il a accompagné tout le long du projet. C'est pas facile de convaincre une population, des élus, avec des mots d'urbanisme quand on est architecte. Je sais pas comment dire, il n'y a pas de raison technique quand on dit quand on dit il n'y a pas besoin de poteau, ça tient très bien, l'élu il ne va pas nous contredire. Quand on dit je vous assure, la voiture, vous pouvez la garer 5 mètres plus loin, ce sera toujours aussi agréable cette boulangerie. Et ben non, on a plein de gens qui viennent nous dire avec la question, moi j'ai ma voiture au pied de la boulangerie, etc. Donc bon, c'était pas ça, c'était là vraiment ça la question. Mais toujours est-il que ça m'a quand même donné envie de continuer, parce que je suis ravie du résultat. Et puis surtout que ça a été vraiment un projet où il y a plein d'intervenants qui sont intervenus, il y a d'autres architectes, le CAUE, etc. Et donc on continue, on répond maintenant à des petits centres-bourgs. Et c'est de plus en plus simple aussi parce qu'on sait peut-être un peu mieux comment l'expliquer. Là, l'expérience de Tréveneuve nous a beaucoup aidé. Et aller rechercher un peu justement l'essence du bourg. Est-ce que c'est la couleur de la pierre qui est importante? Est-ce que c'est la vue depuis l'église? Est-ce que c'est la perspective de telle place? C'est hyper intéressant. Souvent, à chaque fois, on dit bon, on arrête d'en faire parce que c'est long, c'est très chronophage, vraiment par rapport à un projet de bâtiment. Mais on est toujours ravis de recommencer finalement. Bonjour. Donc moi je trouve que, ce qui me paraît très intéressant dans ce projet, c'est que souvent on construit des bâtiments et puis on ne traite pas l'environnement qui va avec parce qu'on n'a pas la mission où les choses ne se font pas en coordination. Là l'exemple est très, nous avait beaucoup motivé pour faire la candidature, c'est qu'effectivement on traitait la place, on travaillait sur les espaces extérieurs et sur le bâtiment. Et de trouver un lien entre le sol et l'architecture, c'est un exercice qui est complètement gratifiant, puisqu'on va maîtriser la mise en scène du bâtiment, son traitement au sol, les sorties, les entrées. On sait que dans beaucoup d'opérations d'architecture, souvent le seuil de l'opération s'arrête au seuil de la porte et qu'on commence par se retrouver avec 10 cm de décalage de niveau, déjà dans les aménagements urbains, c'est des choses très courantes. Là, non, on a réussi. Le fait que Blandine effectivement accompagne le projet jusqu'au bout sur le traitement technique et la réalisation aussi des sols avec l'ingénieur, c'était à mon avis très important. La qualité architecturale en Bretagne, elle monte, c'est vrai qu'on voit au travers des prix d'architecture de Bretagne que la qualité elle monte, mais un bâtiment sans accroche au sol, sans paysage et sans traitement urbain, il perd son sens. Et c'est là le gros intérêt de cette opération, c'est qu'on est allé jusqu'au certain bout, et que finalement on a dessiné quelque chose et on a pu le réaliser complètement, donner une perspective à voir avec le traitement du sol qui va depuis l'arrêt de bus jusqu'à l'église. Ça, c'était l'image qu'on avait envie de créer et elle a pu se faire grâce à tout ce partenariat et ce travail en commun. Voilà, et ça je crois que c'est pour moi l'expérimentation la plus intéressante. Alors on a travaillé aussi sur le port du Légué où on aborde aussi le thème de la perganda, mais c'est vrai que les pergandas, on en a créé depuis une quinzaine d'années sur les maisons. Là, c'est la première qu'on expérimente à l'échelle publique. Donc, perganda, c'est pergola et véranda à la fois. Donc on a proposé une à Saint-Brieuc Agglomération sur le port du Légué. L'idée a été retenue et tout le port, du coup, s'est organisé autour de cet espace couvert. On ne l'a pas construit, mais on l'avait dessiné dans l'étude dans la composition urbaine. On n'a pas eu la maîtrise d'œuvre derrière, malheureusement, mais on fait les fêtes et puis SR, et on voit que les gens dansent, font du yoga, font de la gym, accueillent des activités, etc. Donc c'est des lieux très forts. Et on se rend compte que dans notre région, il y a peu d'espaces publics couverts, en fait. Les halles ont disparu petit à petit, et peut-être que les gens vont dans les centres commerciaux parce qu'on est dans des galeries couvertes. Et le breton, il est peut-être un peu moins costaud aujourd'hui qu'il y a 100 ans, et il fait ses courses à l'abri plutôt que d'être sous la pluie. Voilà, donc... il y avait des halles, c'est vrai, qui ont disparu entre-temps. Voilà, donc l'élément central effectivement de l'urbanité de Tréveneuve, c'est cette perganda, donc il faut effectivement protéger les vents, mais c'est aussi le fait qu'elle fonctionne, c'est aussi encourageant pour développer ce genre de projet. Voilà, et personnellement, à l'agence, on a un petit projet d'école à Plouvalet, où dans le programme, il y avait une halle sportive réservée à l'école qu'on a proposé d'ouvrir aussi à la communauté. Donc en dehors du temps scolaire, donc cette halle pourra servir à d'autres activités dans le village. Unicité du village, bâtiment public. C'est ça. Juste
juste au passage, vous voyez le... Non, excuse-moi Christophe, mais on voit bien les murs et pierres, en fait, on voit la trace, hein, parce que la plupart du temps, on a fait des longues grilles en béton et on voit un peu des traces un peu plus claires. C'est tout ça qui sera après avec les murets en pierre. Voilà. C'est important. Enfin, moi, ça me manque encore pour l'instant. Moi, je voulais rappeler quand même que ce projet est exceptionnel. Bon, on a compris pourquoi il est exceptionnel, mais il est exceptionnel aussi parce qu'il est rare. Parce qu'en fait, on est régulièrement à Trévlec pour expliquer comment tout ça marche bien. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse aller ailleurs. Et en fait, on n'a pas d'autre endroit où expliquer que ça marche bien. Alors, il est rare, parce que certainement qu'à un moment donné, les astres se sont alignés et que les choses se sont passées exactement comme tout le monde le souhaite. On a beaucoup réfléchi à pourquoi ça avait réussi à Trévlec et pourquoi ça ne marche pas ailleurs. Il y a certainement le secret, je pense, c'est le clou de l'après-midi. Le secret pour réussir un projet d'aménagement, à mon avis, c'est que l'équipe de maîtrise d'œuvre arrive le plus tôt possible et qu'elle devienne le partenaire privilégié qui permette à la collectivité d'échanger, de faire évoluer le projet. Alors, quand on le dit comme ça paraît évident, mais en réalité, les procédures qui permettent de retenir les architectes ne sont pas organisées comme ça. L'architecte, il arrive dans un second temps pour produire un bâtiment, une fois qu'un programme est clairement défini, souvent après qu'on ait fait une étude de faisabilité. Et dans cette étude de faisabilité, c'est d'abord, quand on s'adresse à un centre-bourg, le bureau d'études VRD, le routier, qui commence par donner le ton. Donc, le dispositif qui s'est mis en place à Trévlec est bon, ça nous permet de faire des projets exemplaires. Nous, notre difficulté, c'est de le dupliquer et de pouvoir de cette façon avoir des centres-bourgs de la même qualité. Et c'est pas le cas, on les a pas, on les a pas sur le côté d'abord, parce qu'à chaque fois on nous questionne, alors dans quel bourg on peut faire ce truc-là, qu'est-ce que vous avez à nous raconter d'intéressant sur les départements, et à chaque fois on revient sur Trévlec, ils sont pas nombreux les bourgs sur le département qui ont cette qualité-là. Donc nous on milite depuis cette opération pour que la maîtrise d'œuvre soit là le plus tôt possible, pour que l'architecte soit interrogé autant sur l'espace à côté du bâtiment que sur le bâtiment, et qu'il soit le partenaire privilégié et le plus longtemps possible de l'équipe municipale. Et si l'équipe de maîtrise d'œuvre peut revenir ensuite, prolonger ce travail et continuer d'accompagner la collectivité, ce serait encore mieux. Bon, ça serait encore une autre affaire, parce que les procédures ne vont pas dans ce sens-là, évidemment. Je ne peux que rejoindre ce que vient de dire Christophe, parce que l'échange que nous avons eu tant avec le CAE qu'avec les architectes et la population, j'insiste bien sur ce point, a certainement participé à la réussite de ce projet. Et puis je voudrais terminer sur un point qui me tient à cœur, puisque étant élu, les financements c'est important, et je dois dire que les coûts prévus par les architectes sont restés parfaitement dans les lignes du programme. Et que s'il y a eu des dépassements, c'est parce que c'était à la demande de la mairie ou des élus qui voulaient remplacer le sol par des carrelages ou des choses comme ça. Et sinon, on est resté parfaitement dans le budget qui avait été prévu. Et ça, je dis bravo. Peut-être Laurence Fortin, sur votre sentiment sur ce projet, vous en avez connaissance de bien d'autres, j'imagine, à l'issue du premier appel à la manifestation. Est-ce que, justement, à l'issue du premier appel à la manifestation, vous avez capitalisé ces expériences? Parce qu'on voit bien que tout est contextuel, que ici, il y a cette espèce de complicité, on va dire, entre l'urbaniste, l'architecte et la ville et le CAE. Enfin, il y a eu une évolution qui a pris, on va dire. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser? On peut avoir des retours d'expérience qui vont faire qu'après, je ne vais pas parler de méthodologie, mais un retour d'expérience en tout cas.
En tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le réseau des candidats et lauréats. C'est aussi ça l'objectif. Et donc, c'est des partages d'expériences. Enfin, là, il y a eu des témoignages de toute la Bretagne, parce qu'ici, on voit une question d'aménagement, et dans d'autres endroits, ça a été d'autres sujets, d'autres thématiques qui ont été travaillées. Donc, oui, il y a ces échanges-là. Après, effectivement, comment chacun s'empare du sujet, je pense que l'équipe municipale aussi est importante. C'est-à-dire que derrière ça, il faut quelqu'un qui mobilise, qui sollicite, qui accepte de réinterroger ce qu'il avait déjà dans sa tête, qui accepte de travailler avec la population, parce que on voit bien, ça fait partie de notre appel à candidature et centralité, la question de la population, de l'association des habitants au projet. On peut inventer tout ce qu'on veut, mais si les habitants ne souhaitent pas ce projet, ne s'approprient pas ce projet, ils ne vivront pas ce projet. Et donc le projet, quelque part, sera en quelque sorte peut-être un beau musée, mais ce n'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est que ça serve et que ça soit utile et que ça favorise la cohésion sur le territoire. Et sans doute que l'ingrédient, on va dire, commun à tous ces projets, c'est l'association des habitants, l'implication de l'équipe municipale et après sa capacité à mobiliser les partenaires. Parce qu'il y a plein de compétences, mais il faut réussir à faire venir à soi l'ensemble de ces compétences et à les faire travailler en réseau et ensuite capitaliser sur tout ça. Et c'est un beau projet, effectivement, c'est un beau projet. On a eu l'occasion d'y venir déjà une fois. Et même là, on revient, en plus avec un beau soleil aujourd'hui, on voit tout comment ça travaille. Bon, on se dirige vers la fin, mais on va quand même garder un petit temps pour les questions, à mon avis, ce serait bien. Est-ce que dans le mouvement, il faut qu'il y ait une première question qui se lâche? Alors voilà, n'hésitez pas, on va peut-être passer un micro. Est-ce que. Ouais. Bonjour, moi j'ai une question. Déjà au niveau du centre-bourg, je voudrais savoir si la collectivité est devenue propriétaire en fait des bâtiments. Ça déjà... La commune est propriétaire de tous les bâtiments. Et puis, comme la commune était propriétaire des bâtiments qui ont été démolis. Et puis ma deuxième question, c'était de savoir au niveau des services publics, comment a eu lieu la concertation sur ce qui allait devenir après ces nouveaux bâtiments, ce que vous alliez y mettre dedans. Voilà. La concertation pour savoir ce que vous vouliez faire au niveau des équipements publics et des services. Vous vouliez mettre dans les nouveaux locaux. Le programme. Le programme, comme je l'ai dit au départ, il y avait d'abord la bibliothèque. La bibliothèque était, je vous dis, c'est cette petite pièce, ça ne correspondait plus du tout à nos besoins, et donc il fallait faire quelque chose. Et donc on a refait cette bibliothèque. Deuxième point, il y avait la cantine scolaire. La cantine scolaire, elle était ici. Vous voyez, on fermait par cette cloison mobile, et donc ça ne collait pas non plus. Et donc, dans le bâtiment là-bas, il y a une cantine scolaire. Et puis, il y avait le café-restaurant. Il y avait qu'un café parce que le restaurant, il n'était pas aux normes. Là, pour l'instant, c'est toujours un café, mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un restaurant le cas échéant. Donc, si vous voulez, voilà les éléments que la mairie avait décidé au départ de transformer et de façon à pouvoir les utiliser. Et c'est ce qui a été fait dans le cahier des charges qu'on avait demandé et qui a été respecté, enfin qui a été pris en compte par le CAUE quand on a fait l'appel d'offres et qui a été pris en compte par les architectes avec lesquels on a discuté, puisque comme vous le disiez tout à l'heure Valérie, à un moment on avait envisagé d'avoir une boulangerie et d'avoir le boulanger qui serait au-dessus. Et donc ceci, quand on a finalement vu que ça ne serait qu'un fournil et qu'on ne ferait pas le bâtiment pour le boulanger, la maison d'habitation, on a revu les projets. Il ne faut pas oublier que pendant plusieurs mois, le temps que tout se mette en place, on avait des réunions avec les architectes qui nous disaient, ben voilà, on faut faire ça, mais finalement, la loi nous oblige à faire ceci, donc on est obligé de changer cela. Et ça a été une discussion permanente. Peut-être aussi préciser que dans l'étude de faisabilité de Blandine, il y avait déjà ces équipements,
Et elle suggérait une proximité entre la cantine et l'espace bar pour peut-être mutualiser des choses. Et nous, c'est vrai qu'on l'a mis en contrainte, et c'est pour ça que dans le bâtiment le plus important, vous avez, parce qu'en fait, vous avez le bâtiment qui est le plus loin, qui est le plus petit, qui est la bibliothèque. Le deuxième bâtiment, c'est le fournil qui ne sert pas pour l'instant en tant que fournil, et avec la boutique. Le fournil, on a mis tout de suite un certain nombre de fenêtres pour qu'il puisse servir d'espace pour la commune, par rapport à des associations ou autres. Donc tant qu'il n'y a pas de fournil, c'est pas grave, on peut utiliser quand même cet espace-là. Et après, dans le bâtiment plus important, on a les 3 logements à l'étage, et en bas, on a le bar, et en effet, la garderie, qui est reliée par un tout petit couloir, une toute petite circulation à l'intérieur, qui fait que quand l'été, les touristes sont là et l'école est fermée, le bar, le jour où il voudra faire restaurant, pourra sans problème s'annexer cette ville-là. La polyvalence était déjà dans le programme de Blandine et était une volonté de la mairie, et on a tout fait pour garder cette polyvalence, mais dans plein de directions possibles en fait. Bonjour, donc moi j'avais 2 questions. Une par rapport à la concertation, pour savoir si vous avez constitué un noyau dur en fait, qui est de groupes de personnes qui étaient venues intervenir au fur et à mesure tout au long de l'étude, et comment vous les avez sollicités. Et ma deuxième question, c'était par rapport au logement aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont occupés par des gens de la commune qui, en voyant le projet arriver, voilà, se sont déplacés pour venir habiter là, ou qui vit dans ces logements aujourd'hui? Le comité de pilotage. Alors en fait, le comité s'est mis en place au moment où le CAUE avait organisé l'étudiante qui venait pendant l'été, qui est venue pendant l'été pour pouvoir interroger la population. Et la population, il y a eu un certain nombre de personnes, je crois que c'était 28, qui se sont vraiment impliquées dans ce projet, qui ont proposé des idées, qui ont dit on voudrait plutôt ceci que cela. Et donc c'est parmi ces personnes qui ont été motivées dès le départ qu'on a choisi le groupe qui a vraiment été le noyau pour nous aider. En plus des réunions qui faisaient des réunions publiques, où alors là il y avait l'ensemble de la population qui venait. Maintenant, la deuxième question, c'est qui habite? Il y a des gens près d'eux, et puis il y a d'autres personnes. Ça tourne. Disons que c'est pas figé, et qu'il y a un certain emplacement, mais disons qu'il ne reste très rarement vide plus d'une semaine. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à l'élaboration de la maquette comme outil de concertation, et en quoi ça avait modifié votre projet ou pas, et comment vous arriviez à concentrer toutes les réponses de ce genre de possibilités. Comment vous utilisez ça concrètement, s'il vous plaît? Je pense que c'est plutôt pour Christophe dans votre La maquette en fait est un outil assez étrange parce qu'il produit un intérêt instantané pour les non-initiés. Ce qui fait que, alors bien qu'on regarde un peu du ciel, ce qui est quelquefois un peu dangereux, ça permet assez rapidement aux personnes qui ne sont pas aguerries à la lecture de plans de tout de suite se projeter. Et la façon dont Alice a discuté finalement avec les habitants était assez ludique. Elle a produit, c'est ce qu'on voit sur la maquette, des petits bâtiments colorés qui pouvaient être déplacés. La question du stationnement aussi, finalement, en le fabriquant sur la maquette, permet de prendre conscience de la place que ça prend, de l'encombrement. Donc en fait, c'est des choses... En fait, on travaille avec les scolaires quasiment de la même façon. Et c'est un peu... c'est pas... quand on s'adresse à une population qui s'intéresse au sujet,
qui n'est pas aguerri à la lecture de plan, on en est à peu près là quand il faut trouver les moyens de communication et produire la culture suffisante pour qu'on arrive à un moment donné à discuter du projet d'égal à égal. Donc c'est des outils tout simples. Bon, on a fabriqué ça avec du carton. Alors c'est pas Alice qui l'a fabriqué, c'est un autre stagiaire qui l'a fabriqué. Parce qu'au sérieux, finalement, c'est les stagiaires qui font le boulot beaucoup, qui fabriquent beaucoup. Mais ça pourrait être autre chose. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la question de la concertation, on était là certains qu'on inventait des choses parce que c'était tout nouveau. 10 ans après, on continue d'inventer des choses parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup progressé sur cette question de matière, d'éléments qui vont permettre de discuter avec des gens qui ne sont pas aguerris. C'est vraiment un sujet très, très particulier. Et l'autre aspect aussi, c'est le temps. C'est le temps nécessaire. C'est le temps nécessaire pour que les gens viennent et soient détendus et que la discussion puisse s'installer sans qu'elle entre dans des logiques quelquefois des logiques politiques qui peuvent quelquefois pervertir le propos et pervertir le sujet. Donc là, ça Marion va-t-elle bien le raconter tout à l'heure, on utilise on utilise les étudiants pour ça. On les prévient, on les utilise parce qu'ils sont un vecteur de bienveillance et qu'ils paraissent gentils, quoi, pas trop dangereux. Donc finalement, la discussion elle s'installe plus facilement entre un étudiant et un habitant qu'entre un architecte et un habitant ou entre un élu et un habitant. Donc on utilise ça. Et ça marche très bien. Parce que je crois qu'en effet, la population n'a pas peur de s'exprimer. Alors qu'elle se dit devant un architecte, je vais peut-être dire une bêtise, je ne sais pas trop. Et donc voilà, maintenant ça marche vraiment bien. Oui, bonjour. Quand on regarde le résultat de l'aménagement, on a l'impression que vous avez voulu marquer les différences entre l'espace routier et l'espace dédié aux piétons et au cheminement, enfin aux circulations douces. Est-ce que cette impression, vous la confirmez par une volonté de vraiment dissocier ce qui est dédié à la route et ce qui est dédié au cheminement doux? Et pourquoi? Parce qu'on aurait pu effectivement aller sur un parti pris de fondre la route dans un aménagement global, comme ça se fait dans d'autres centres-bourgs. Non, c'est vraiment une volonté de séparer, parce qu'il ne faut pas oublier que le passage des véhicules ici, c'est la rue principale de Tréveneux, la rue de Kerkaderen. Donc, si vous voulez, on voulait vraiment qu'il y ait les deux espaces. Et vous avez pu voir qu'il y a des bancs en pierre qui sont le long, là, que vous allez voir tout à l'heure. Et ces bancs en pierre ont été faits parce qu'on s'est rendu très vite compte que si on ne les mettait pas, il y avait des voitures qui, pour aller chercher le pain, traversaient et venaient s'arrêter juste devant la boulangerie, parce que faire 10 mètres à pied, c'est quand même scandaleux. Donc, on a mis ça pour vraiment séparer les deux zones. J'ai juste complété avec l'avis des architectes, parce qu'on n'était pas tout à fait du même avis au départ. Et ça se voit pas trop sur la photo aérienne, mais alors il y a la départementale au sud, donc là on n'avait pas beaucoup de liberté, on ne pouvait pas tout passer piéton, enfin, la départementale, on a déjà réussi à casser sa ligne qui était droite. Alors ça, c'est une ligne qui a été dure à tenir, et là encore une fois le CAE nous a redressé à un moment donné où on se perdait un petit peu, mais voilà, cette ligne-là, on crée du stationnement un peu en se rapprochant de la boulangerie, etc. Mais voilà, ça permettait de faire ralentir un peu les voitures et de changer cette ligne 5 x 50, la route, etc. Et ensuite, entre la mairie et la place, la place devait se prolonger jusqu'ici, en fait. Et on voit, il y a un plateau surélevé, là où Christophe a sa souris. Depuis le bas du bâtiment de Pierre et Valérie, là, l'angle un peu arrondi en bas, il ne devait pas être trop arrondi, mais c'est pas grave. Encore au sud, enfin toute la place devait, toute
tout en bas, vraiment en bas dans le bâtiment des logements. Voilà. Là, on a un plateau surélevé qui commence et qui va jusqu'en haut à droite. Voilà, là, on va encore un petit peu après. Voilà, là, il y a des dents de requin, parce que tout ça, ça va être la place qui venait jusqu'à la mairie. Et on voulait vraiment que le piéton soit libre de marcher, etc. L'enrobé a été un peu... cette de l'enrobé gouasse, en principe, il devait être le même jaune que la place, etc. Puis il y a des choses qu'on tient 4 ans et les derniers 6 mois, ça voilà. On voulait vraiment que le piéton, quand on sort de la mairie, on sort de là, on soit déjà sur la place. Mais il y avait aussi une question de niveau, les niveaux sont pas les mêmes, etc. C'était un peu compliqué. Ouais, mais en même temps, Blandine, elle partait de loin, hein, parce qu'au début, il y avait une quarantaine de places de véhicules qu'on devait trouver au niveau de la place. Hein. Donc elle a quand même réussi à tenir bon pour pas les mettre. Donc voilà. Mais je suis d'accord pour l'enrobé. C'est assez rare que des logements locatifs et pour mettre d'ouvrage la commune. Et pour les avoir vus en chantier, ils sont d'un luxe spatial incroyable. Et j'aimerais savoir si votre pouvoir de persuasion a été suite avec les bailleurs sociaux. Alors non, malheureusement pas. Je me souviens d'une réunion ici où il y avait justement des bailleurs sociaux et vous aviez pris la parole pour dire voilà ce qu'on a fait en face et on est exactement au même prix au mètre carré que ce que vous êtes. Voilà, c'est des mètres cubes. Hein. Et non, visiblement ils sont pas trop sensibles à ce petit argument. Bon. Ben, en tous les cas, moi je suis ravie que la mairie ait bien voulu me suivre parce qu'à un moment donné, il y avait quand même beaucoup de. Pour les logements, on est à 1 300 € hors taxe le mètre carré, ce qui n'est pas grand chose. Ils sont extrêmement bien isolés. On a quand même des panneaux solaires, on a des chauffe-eau solaires. Donc voilà, on est pas mal à ce niveau-là. Par contre, forcément, on a en effet l'OSB de contreventement qui reste apparent, on a des volumes qui sont très très hauts, ce qui faisait un petit peu peur à mon conducteur d'opération qui venait tous les jours, enfin pas tous les jours, mais en tout cas à toutes les réunions de chantier. Monsieur Normand a été pendant 2 ans à toutes les réunions de chantier, et c'est vrai qu'avec l'OSB, le béton qui restait apparent, il me disait « je vous fais confiance, mais… » Voilà, et en fait, une fois que c'est fini, il m'a dit « bon, ok, je ne le ferai peut-être pas forcément chez moi, mais je reconnais qu'il y a des idées, mais non, malheureusement, oui, on n'a pas eu on pensait à remplir un carnet de commandes avec les bailleurs sociaux, mais ça a été raté. Ils se collent d'une voix. C'est vrai que le fait d'avoir que ce soit la mairie qui soit constructeur des logements sociaux, c'est… Je voudrais rajouter une chose. C'est vrai que pour les logements sociaux, bon, je ne pense pas qu'ils se soient beaucoup inspirés. Néanmoins, j'avais demandé, on avait discuté avec Valérie pour mettre des placards dans les logements. Et Valérie, je dois dire, nous a fait un logement avec, je ne sais pas, il y a 10 mètres de placards à peu près. C'est vraiment une merveille. Et maintenant, quand on fait des logements sociaux qui sont en construction en ce moment, j'ai demandé à l'architecte des placards. Et j'ai obtenu des placards. Donc merci Valérie.